Et le problème, c'est qu'on ne sait pas effectivement s'il y a encore des toits ou pas au Rwanda aujourd'hui. Et donc, en 1960, dans les années 60, lorsque les pays africains accédaient à l'indépendance, le Rwanda, effectivement, qui subissait donc la domination monarchique Tutsi, la majorité de la population Hutu a voulu donc mettre fin à cette domination séculaire. Et ils ont donc lutté pour l'indépendance du pays. Donc ils ont voulu demander à la fois l'indépendance et la fin de la monarchie. Il y a donc eu une révolution au Rwanda qui a abouti à la chute de la monarchie avec l'aide, n'est-ce pas, de l'administration belge, qui était la puissance tutélaire du Rwanda à l'époque. Et donc la monarchie Tutsi est tombée et une grande partie des enfants ou des membres de la monarchie ont pris donc la fuite dans les pays voisins, notamment en RDC, ex-Zaïre à l'époque, et puis en Tanzanie, en Ouganda, etc. Et donc les Congolais à l'époque ont accueilli ces Tutsis qui sont arrivés à la suite de la chute de la monarchie dans leur pays. En 1994, lorsque les Tutsis, ces Tutsis, dont les enfants des Tutsis qui avaient quitté le Rwanda en 1959, sont intégrés dans l'armée régulière ougandaise et décident maintenant de revenir avec l'aide de l'Ouganda, de Yoweri Museveni, et des États-Unis et de la Grande-Bretagne de prendre le pouvoir au Rwanda, ils renversent maintenant le régime Hutu qui est au pouvoir et eux, ils prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, ce sont les Hutus qui quittent le pouvoir au Rwanda pour se réfugier au Congo. Et une fois de plus, les Congolais les accueillent sans aucun problème. Mais ce qu'il va falloir comprendre, et c'est là que je dis toujours que l'invasion du Congo ne commence pas en 97 avec l'arrivée de l'AFDEL, etc. L'invasion du Congo commence en 94 et j'appelle cela une invasion masquée. Sur le plan géopolitique, qu'est-ce que ça signifie? Et pour comprendre cela, ce n'est pas au Congo que j'ai travaillé. J'ai travaillé sur le Rwanda à partir des archives militaires, j'ai travaillé sur les archives, les documents, les cartes d'état-major de l'armée américaine, j'ai travaillé sur les documents de la CIA, j'ai travaillé sur les documents des Nations Unies et bien entendu sur un certain nombre de cartes des services de renseignement français et bien entendu des cartes du renseignement militaire belge. Et je suis arrivé à la conclusion que lorsque le FPR attaquait le Rwanda en 1994, ils attaquaient par le nord en venant de l'Ouganda. Et donc ils sont passés du côté est où ils ont pris quasiment les populations en tenaille, en fermant la frontière à l'est avec la Tanzanie, en fermant la frontière avec le Burundi au sud. Et donc toutes les populations qui fuyaient la guerre ne pouvaient pas aller en Tanzanie, ne pouvaient pas aller au Burundi. Mais il y a une partie, c'était au tout début, mais quand le FPR a contourné le pays pour prendre le pays par le sud, par le sud-est, eh bien, ils ont commencé à pousser toutes les populations rwandaises, Tutsi, Toa confondus, vers l'est du Congo. Et il y avait donc deux accès principaux pour le territoire congolais, c'était l'entrée par Goma et l'entrée par Bukavu. Et au milieu des deux, il y a le lac Kivu, et donc il y a beaucoup de populations qui sont tombées dans le lac, et beaucoup de gens qui sont morts dans le lac, et la communauté internationale a fermé les yeux, bien évidemment. Et pourquoi je vais chercher à comprendre cela? Parce que toutes les organisations humanitaires à l'époque, Médecins sans frontières, Human Rights Watch, Amnesty International, etc., disent que, eh bien, le Congo est victime des conséquences du génocide au Rwanda. Mais je dis non, le Congo n'est pas victime des conséquences. Ils ont même dit, pour certains disaient que c'était un dégât collatéral. Que ce qui se passait au Congo était un dégât collatéral. Je dis non. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis très longtemps, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les grandes puissances en tout cas, considéraient le Congo comme un énorme réservoir de matières premières. C'est-à-dire quand je rappellerai pour ceux qui ne savent pas, que la bombe atomique qui a été utilisée à Nagasaki et Hiroshima, l'uranium venait du Congo. Pourquoi? Parce que lorsque le professeur Albert Einstein avait compris pendant la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis devaient avoir
la bombe atomique pour essayer d'avoir l'arme nucléaire pour mater la domination, pour casser la domination nazie. Ils se sont dit que si les nazis réussissaient à prendre l'uranium en Afrique, parce qu'il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, les stratèges allemands du côté de la Wehrmacht travaillaient déjà à l'acquisition de l'arme nucléaire et à travers ce qu'on a appelé l'Institut Kaiser Wilhelm. Et l'Institut Kaiser Wilhelm travaillait avec le Führer Hitler pour pouvoir obtenir l'arme atomique. Et donc, le professeur Einstein a conseillé au président américain que c'était important d'avoir l'arme atomique avant les Allemands pour pouvoir effectivement les empêcher de dominer le monde comme ils avaient commencé à dominer l'Europe. Et donc c'est dans ce contexte-là évidemment que une entreprise belge est allée s'approvisionner, puisque évidemment, comme vous le savez, c'était la Belgique qui avait le contrôle des ressources minières du Congo. Et donc c'est une entreprise belge qui a travaillé à livrer l'uranium au Congo, à l'état-major américain, pour pouvoir fabriquer la bombe atomique. Donc il se trouve également que pendant cette période-là, je remonte un peu à l'histoire pour que vous compreniez l'articulation de ce qui se passe avec le Congo d'aujourd'hui. Le coltan qui sert aujourd'hui à la fabrication des téléphones portables, etc., avait été identifié par les ingénieurs américains en 1942. Et en 1942, les États-Unis ont considéré que le coltan était un produit stratégique de la défense, de la sécurité des États-Unis. Donc pour eux, ce produit-là devait être contrôlé intégralement par les États-Unis pour pouvoir assurer leur domination dans les années à venir. Et vous comprendrez pourquoi les multinationales américaines ou anglo-saxonnes de manière générale ont rapidement pris en 1997 le contrôle des minerais au Congo, dont le coltan est aujourd'hui l'une des matières stratégiques les plus importantes. Et donc, pour revenir à 94, ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est qu'au moment où on est donc en train d'attaquer le moment où Kagame prend le pouvoir au Rwanda, l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est que on ramène Kagame au pouvoir, c'est-à-dire les Tutsis qui étaient en Ouganda, on les amène au Rwanda, parce que les multinationales américaines, anglo-saxonnes de manière générale, et l'administration Clinton à l'époque ont décidé de s'emparer des ressources minières du Congo. Et pour s'emparer des ressources minières du Congo, on ne peut pas le faire un peu brutalement comme ça. On essaye de donner l'impression qu'on est civilisé parce qu'évidemment, ce sont les pays des droits de l'homme, ce sont les pays qui se battent pour faire respecter les droits humains partout. Donc, ce ne sont pas des barbares, en tout cas dans leur lecture des événements. Donc, il faut utiliser un sous-traitant. Et le sous-traitant, ça va être simplement Paul Kagame. Et donc, Paul Kagame est utilisé en 1994 pour cela. Et lorsque je cherche à comprendre cette stratégie militaire, parce que contrairement à la politique, l'action militaire trahit les objectifs politiques. Quand vous regardez un mouvement armé, comme les gens analysent aujourd'hui l'action du M23 au Congo, quand vous regardez la façon dont l'armée se comporte sur le terrain, vous pouvez comprendre quelles sont les missions politiques qui sont placées. Et donc, j'ai constaté à travers cette action militaire que dès 1994, le président Clinton avait décidé le 22 juillet de signer un décret dans lequel il demandait que l'armée américaine intervienne à titre humanitaire au Rwanda. Le seul problème, c'est que les États-Unis avaient été sollicités pour participer à l'opération turquoise qui était faite sous le commandement français. Ils ont refusé de participer à cette mission qui, elle a commencé le 21 juin 1994 et un mois plus tard, le président Clinton signe son décret instaurant donc une intervention militaire au Rwanda. Deuxième problème, c'est que au moment où il signe ce décret, il n'y a plus de problème au Rwanda puisque la guerre est quasiment gagnée par le FPR depuis le 12 juillet. Le Rwanda le Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame a battu l'armée Hutu qui a fui, qui se retrouve donc au Zaïre. Et donc,
il n'y a plus de personnes à défendre ou à sauver ou à protéger au Rwanda. Les populations en danger sont au Zaïre. Et qu'est-ce qu'il fait donc? C'est qu'il y a donc une opération, cette opération humanitaire qui inquiète quelques sénateurs américains, est mise en œuvre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les forces spéciales, par exemple américaines, se déploient en Ouganda, en TB. Il y a des équipes médicales qui vont là-bas. Il y a des armes très sophistiquées qui sont également envoyées là-bas. Et moi, en examinant donc les documents de cette mission, et bien entendu un certain nombre de documents du Pentagone auxquels j'ai pu accéder, je me rends compte que c'est à ce moment précisément que lorsqu'on déplace les armes et les troupes en Ouganda, c'est pour aller préparer, c'est pour en quelque sorte brouiller les pistes. Parce qu'à ce moment-là, on ne veut pas donner l'impression qu'on vient avec une puissance militaire au Rwanda, on déplace tout ça en Ouganda, et 3 semaines après, eh bien, toutes les armes qui avaient été envoyées en Ouganda sont revenues à Kigali, et l'attaché militaire américain qui était basé à Kinshasa se retrouve donc à Kigali pour aller former la nouvelle armée de Kagame. Et donc, cela donc fait que cette stratégie a consisté à préparer l'invasion du Congo. Et comment je le sais? Donc, à travers tous les documents que j'ai analysés, j'ai demandé à des experts militaires combien de temps il faut pour mener la bataille qui a été menée pour renverser le maréchal Mobutu en 1997. Ils m'ont dit 2 ans. Et ça correspond exactement au temps qui a été mis pour préparer la bataille entre le mois de juillet-août 1994 et 1997 quand le maréchal Mobutu a été renversé. Donc, est-ce que les Congolais ont eu raison d'accueillir les Rwandais? Oui, ils ont eu raison d'accueillir les Rwandais, sauf qu'il ne suffisait pas d'accueillir les Rwandais, ils devaient mettre un certain nombre de conditions, et sauf qu'à ce moment-là, il y avait tellement de pression sur le maréchal Mobutu, qui avait été soutenu pendant 32 ans par les Américains, qui ont considéré que le temps était venu pour eux de tourner la page du maréchal pour mettre quelqu'un d'autre qui allait défendre leurs intérêts. Et c'est pour cette raison que le maréchal Mobutu a été renversé et que le Rwanda est devenu le maître du jeu dans la sous-région jusqu'à présent. Et vous aurez constaté que malgré tous les crimes qui sont commis au Congo, eh bien, le Rwanda est toujours considéré comme un modèle. Allez comprendre la logique dans tout. Je vous remercie. Je vais vous laisser la parole pour la deuxième question, pour la deuxième thématique. Voilà, comme l'a dit Charles Nana, merci beaucoup pour vous qui avez fait l'effort d'être là un vendredi après le travail. Le problème du Congo, c'est un problème complexe, à la fois simple aussi à comprendre. Et si le problème est complexe, c'est parce qu'on l'a complexifié. C'est-à-dire qu'il y a une grande manipulation qui fait que, au niveau du vocabulaire, on a intégré un certain vocabulaire qui nous amène à mal appréhender la véritable question ou le vrai problématique de l'affaire de la République démocratique du Congo. On a intégré par exemple le vocabulaire de rébellion. Or, la rébellion, c'est un problème interne. Et pour résoudre une rébellion, on utilise les outils que nous donnent le droit constitutionnel ou la science politique. Or, au Congo, nous n'avons pas de problème de rébellion, nous avons plutôt un problème d'agression. Résolution 3314 du 14 décembre 1974, 33e Assemblée Générale des Nations Unies. Le Congo est envahi et le Congo est occupé. Et dans cette occupation, vous allez remarquer que l'armée rwandaise, dont Charles Nana vient de vous expliquer comment ils sont arrivés au Congo, ne fait que changer de nom. On l'a appelé l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Or, le professeur Badevant dit que la libération, c'est une occupation. Nous avons le RCD Goma, nous avons le CNDP de Nkunda Batouare, nous avons le M23,
nous avons ce qu'ils appellent les ADF, parce que dans cette affaire des Kagamistes, Kagame est venu de l'Ouganda, dans cette affaire des Kagamistes, nous avons l'Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda a créé avec l'Ouganda l'AFDEL, le Rwanda a créé le RCD, l'Ouganda a créé le MLC, et du MLC, donc de cette lignée ougandaise, nous avons le MLC et les ADF, qui curieusement sont des rebelles soi-disant ougandais, qui ne s'attaquent pas à l'Ouganda, mais s'attaquent souvent au Congo. Et côté congolais, nous avons toute cette lignée de RCD, congolais, rwandophones, Tutsi congolais, M23, AFDEL. C'est la même chose, ça résume une réalité, c'est l'armée patriotique rwandaise. Le matin, ça s'appelle le M23, le soir, ça va s'appeler le RCD, le lendemain, ça va devenir Tutsi congolais, après, ça va devenir congolais rwandophone, ainsi de suite. On nous parle de rébellions, il n'y a jamais eu de rébellion. Alors, nous allons traiter, avec mes collègues, nous allons traiter 3 thèmes, mais très rapidement. Nous allons prendre peut-être chacun 3 minutes. Il y a eu l'histoire de l'envahissement dont Charles vient de parler. Il y a l'histoire de l'infiltration des institutions par de personnes venues d'ailleurs qui sont devenues congolais par un tour de passe-passe magique. Et il y a le 3e thème qui va aboutir à des solutions qu'il faut trouver. Alors, en résumé, qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire ce soir? C'est vous dire tout simplement que nous devons ouvrir l'œil. La constitution d'un pays, c'est une affaire des fils de ces pays-là. La constitution d'un pays, c'est un contrat social. Les fils du pays, les citoyens du pays établissent un contrat social. Comment ils veulent que leur pays soit dirigé? Dans toutes les étapes de l'élaboration d'une constitution, en commençant par l'élaboration, l'adoption, le référendum, la promulgation et la publication au journal officiel, c'est une affaire des fils du pays. Mais dans notre cas, on a été envahi, comme l'a dit Charles Onana. Nous ne sommes pas un dégât collatéral, c'était un projet, le but ultime. Lorsqu'on a été envahi, ces gens arrivent au Congo, à Kinshasa, ils installent Laurent Désiré Kabila. Dans notre vocabulaire, nous disons, ah ben Laurent Désiré Kabila nous a ramené les Rwandais. Non, les Rwandais l'ont ramené comme mot de passe pour congoliser leur agression qui deviendrait une rébellion. Lorsqu'ils nous ont envahis, Laurent Désiré Kabila leur a dit de partir. Ils sont revenus, c'était le 2 août 1998. Ils nous ont envahis et ils ont gagné la guerre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des Congolais comme des moutons, les ont emmenés en Afrique du Sud, à Saint-Titi, pour un soi-disant dialogue entre Congolais. Non, ce n'était pas un dialogue entre Congolais. C'était un dialogue entre les vainqueurs de la guerre d'agression rwandaise et des Congolais soumis. Et là va sortir une constitution qu'on a appelée de façon prosaïque constitution des belligérants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La constitution, c'est notre constitution. Entre nous Congolais, nous ne sommes pas des belligérants. Les belligérants, c'était qui? Les étrangers et les Congolais. Et là-dedans, il y a plusieurs articles, dont l'article 10, qui, s'il faut faire caricatural, veut dire tout simplement tous les Rwandais peuvent devenir Congolais. J'exagère à peine. Et l'article 217 qui dit le Congo peut céder une partie de son territoire au nom de l'unité africaine. Et il y a un article qui dit que la constitution congolaise protège toutes les minorités. Question à l'auditoire. Nous sommes 450 ethnies, 450 tribus, 375 ethnies. Y a-t-il une ethnie minoritaire au Congo? Alors pourquoi la constitution soi-disant des Congolais doit protéger des minorités? Donc vous avez tout compris. Je vais passer la parole à un de mes collègues pour... voilà. Super. On va remettre la parole à M. Onana. Justement, on vient de brosser un peu le tableau désastreux de la prise en main des institutions congolaises. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en creusant depuis l'arrivée de l'AFDEL à aujourd'hui? Il y a vraiment une volonté de dominer la RDC par sa tête. Oui, alors ça aussi c'est une question fondamentale parce qu'elle est au cœur de la question du fonctionnement institutionnel du Congo.
mais aussi au cœur de la survie du Congo en tant qu'État et en tant que peuple également. Parce que l'extermination des Congolais, bon, on disait déjà, vous avez eu raison de dire tout à l'heure que il y a des gens qui veulent faire des débats, et même des Congolais sont rentrés dans ce jeu de vouloir discuter le nombre de victimes chez eux. Bon, mais quand on leur dit, est-ce que vous êtes, vous, en situation dans votre pays, de vous asseoir pour compter les morts tous les jours? Parce que depuis toute cette semaine, il y a eu des morts au Congo tous les jours. Et il n'y a personne qui va s'asseoir pour compter. Et pourquoi les gens veulent mettre un doute? Parce que en 2010, au moment où la sortie du rapport Mapping, on nous parlait déjà de 10 millions de Congolais tués. Et aujourd'hui, en 2023, on nous dit toujours 10 millions de Congolais tués. Mais ils en meurent tous les jours. Donc, les gens, et d'ailleurs, quand on dit 10 millions de Congolais, ça signifie, pour les gens qui comprennent un peu mieux, c'est un peu l'équivalent de l'ensemble des Danois. C'est comme si vous avez rayé le Danemark de la carte. C'est ça que ça veut dire. Et ça signifie aussi que vous avez rayé la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville de la carte. Ça n'existe plus. Donc c'est ça le nombre de morts, même si on reste à 10 millions. C'est ça la réalité. Mais le problème, c'est que ceux qui sont derrière tout ça n'ont pas envie qu'on parle sereinement des victimes du Congo, parce que parler sereinement des victimes du Congo, ça signifie assumer la responsabilité d'avoir encouragé ça, cette extermination. Donc, la question des institutions congolaises se pose dès 1997, lorsque le président Mobutu est renversé. Que se passe-t-il? Monsieur Kerwin Maïzo vous a dit tout à l'heure que l'AFDEL est venu avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'était les deux armées qui pilotaient en quelque sorte la chute du maréchal Mobutu, épaulées par les troupes américaines, les forces spéciales américaines, et évidemment les éléments de la CIA. C'est documenté, donc c'est pas des choses qu'on parle, on dit pas ça comme ça. Bon. Donc, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive, la première idée, puisque Laurent Désiré Kabila lui-même il a dit qu'il a eu une réunion en Angola, et les Rwandais avaient décidé, Kagame avait décidé avec ses mentors de faire installer un Tutsi à la tête du Congo, qui ne serait pas nécessairement congolais. Le but était que dans la confusion et dans l'euphorie des Congolais de se débarrasser du dictateur Mobutu comme c'était, de profiter pour faire entrer quelqu'un dans la maison qui n'est pas congolais pour gouverner les Congolais ad vitam aeternam. Le problème, c'est que Laurent Désiré Kabila a rapidement compris cela. Il s'est autoproclamé, vous avez dû entendre ça, que Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président. Il a doublé ceux qui essayaient de le manipuler, il est devenu président de la République. Et une fois qu'il est devenu président de la République, on lui a dit, bon, maintenant, un Rwandais devient chef d'état-major. Et qui devient chef d'état-major de l'armée congolaise? Un certain James Kabarebe. Qui, en 98, lorsque Laurent Désiré Kabila dit que les étrangers qui sont envahissants rentrent, James Kabarebe va déclencher la guerre contre la RDC, alors qu'il est supposé être chef d'état-major de l'armée congolaise. Peu de temps après, il va devenir ministre de la Défense au Rwanda, et puis d'abord chef d'état-major, puis ministre de la Défense au Rwanda. C'est la première fois qu'on voit en Afrique quelqu'un qui devient chef d'état-major dans un pays et qui redevient chef d'état-major dans un autre pays, puis ministre de la Défense dans le même pays. Donc les Congolais, à ce moment-là, vont voir leur armée, leur institution infiltrée massivement par des Tutsis rwandais venus. Quand je dis Tutsis, il faut toujours que les gens comprennent que je nuance. Je ne parle pas des Tutsis en tant que communauté, etc. Non, je parle des militaires et des gens qui sont venus de l'Ouganda, qui étaient des éléments de l'armée régulière ougandaise, parce que Paul Kagame lui-même, avant que James Kabarebe ne devienne chef d'état-major dans l'armée congolaise, Paul Kagame a été lui-même directeur
des services de renseignement militaire en Ouganda entre 1987 et 1990, quand Museveni a pris le pouvoir. Et c'est l'Ouganda qui lui a permis d'avoir une bourse d'études pour aller aux États-Unis se perfectionner. Et il a obtenu sa bourse d'études pour se former à la lutte anti-insurrectionnelle. Et il est revenu à la tête de l'APR en 1990, mener l'offensive militaire contre le Rwanda. Je récapitule, je résume pour que vous compreniez bien l'articulation. Il est dans l'armée ougandaise comme directeur des renseignements militaires. Il obtient une bourse de l'Ouganda, il va aux États-Unis, il est formé et il revient prendre la tête de la rébellion des Tutsis qui veulent renverser le président Habyarimana. Il prend la tête des opérations et ils vont renverser le président Habyarimana en 1994. Donc voilà le parcours militaire de Kagame. Donc il va faire exactement la même chose que lui entre l'Ouganda et le Rwanda. Il va faire la même chose avec James Kabarebe qui va devenir chef d'état-major de l'armée congolaise et il repart. Et c'est donc à ce moment-là que vous allez voir beaucoup de gens qui étaient supposés être des militaires de l'AFDEL, donc qui n'étaient pas des Congolais, et qui rentrent au Congo. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, au bout d'un certain temps, à Laurent Désiré Kabila, que s'il ne se débarrasse pas des Angolais, parce que les gens qui ont permis la chute du maréchal Mobutu, c'était les troupes angolaises, les troupes rwandaises et les troupes ougandaises. Et les troupes angolaises qui avaient une position un peu différente par rapport aux ambitions du Rwanda et de l'Ouganda, le Rwanda a tout fait pour les faire partir. Et ils ont dit donc à Laurent Désiré Kabila que les Ougandais voulaient le renverser et donc Laurent Désiré Kabila a chassé les Ougandais, les Angolais. Et qu'est-ce qu'il s'est retrouvé donc avec ses ennemis uniquement. Et je me souviens du ministre de l'économie, M. Victor Mpoyo, qui m'avait fait des confidences dans son hôtel à Paris, qui me disait effectivement que lui qui était l'ami du président Dos Santos, il est allé voir le président Dos Santos, l'a fait poireauter à la salle d'attente pendant 1 heure, ce qui était jamais arrivé. Et le président Dos Santos lui a dit, après tous les efforts que nous avons faits pour vous aider à prendre le pouvoir, vous venez maintenant dire que nous, on veut renverser Laurent Désiré Kabila, mais pour quelle raison? En fait, il lui a dit, on a été piégé par les Rwandais qui nous ont dit que vous vouliez renverser le président, et donc le président, c'est pour cela que le président a demandé que les Ougandais, les Angolais partent. Et donc, quand les Angolais partent, donc ce sont les Rwandais qui restent, enfin les Rwandais, les Tutsis Rwandais, qui restent dans les institutions. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? Quand Karine Maïzo parle de ce qui s'est passé à Sun City, encore ça c'est un élément très important. Donc je retrouve par exemple quelqu'un qui était réputé être congolais, dont le vice-président, M. Azarias Ruberwa, qui est donc petit congolais, que tous les Congolais connaissent comme quelqu'un qui s'est toujours présenté comme tel. Moi je fouille un peu dans son pédigré. Et je me rends compte que M. Azarias Ruberwa est né à 3 endroits différents. Bon, je ne connais pas. Le même jour, le baccalauréat qu'il a eu au Congo, au Zaïre, à l'époque, on peut dire quand même que le Zaïre était sérieux en matière de diplôme, de documents, etc., dit qu'il est né à Rugezi. Son certificat d'aptitude physique dit qu'il est né à un autre endroit. Et lui-même, quand il écrit son livre sur le Congo, il dit qu'il est né à Minembwe. Et moi, j'ai simplement posé la question que les parlementaires congolais posent la question à M. Ruberwa, où il est né exactement. Il n'y a aucun Congolais qui est né à 3 endroits différents. Bon, je tombe encore sur un autre document. Enfin, une fois, il y a quelqu'un qui maintenant n'est plus au Congo, mais qui est au Rwanda. C'est Laurent Nkunda, le chef rebelle Laurent Nkunda. Tout le monde a vu sur tous les médias du monde entier, etc. Courtisé par M. Louis Michel, les membres de la Commission européenne, etc. Considéré comme le porte-parole des Banyamulenge, les Tutsis congolais. Qui est M. Laurent Nkunda? Il a dit qu'il est né au Congo, que lui il a toujours vécu au Congo, qu'il était
il a dit qu'il a enseigné, il était professeur. On ne sait pas dans quel établissement il enseigne au Congo. Mais moi, je fouille un peu dans son pédigré. Je tombe sur un rapport spécial de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, qui dit que M. Laurent Nkunda était officier rwandais de l'APR et qu'il est retourné dans son pays. Et dans ce rapport de 10 pages, confidentiel, classé confidentiel, on explique que M. Laurent Nkunda n'a même pas fini ses études et donc il ne pouvait jamais être professeur au Congo, sauf à considérer que les Congolais sont incapables de produire des professeurs formés. Bon, donc il n'y a pas eu au niveau du Parlement congolais une volonté d'interroger le cas de M. Laurent Nkunda qui a commis au passage des crimes contre l'humanité, et c'est M. Ado Ayelo, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui va voir Joseph Kabila et qui dit à Joseph Kabila d'échoir M. Laurent Nkunda, qui a été nommé par décret général de l'armée congolaise. Donc, quelqu'un qui était sergent, d'après ce que dit le rapport de la MONUC, qui était sergent dans l'armée rwandaise, il est devenu général au Congo-Kinshasa. Bon. Et on dit en plus qu'il n'est pas congolais. Bon. On n'a pas posé plus de questions que ça. Joseph Kabila lui-même, donc le président du Congo qui a gouverné le Congo pendant 18 ans, c'est ça. Bon. Tous les présidents congolais ont une identité très claire. La seule personne dont les origines posent problème aux Congolais, c'est M. Joseph Kabila. Et c'est sous Joseph Kabila, bon, moi j'étais en contact direct pendant des années avec le tuteur de Joseph Kabila, c'est-à-dire celui qui s'est occupé de sa sœur et de lui quand ils étaient en Tanzanie. Bon, il est mort maintenant, mais pour les Congolais qui ont envie de savoir, c'était le général Milambo. Donc les camarades de Macky de Laurent Désiré Kabila savent que c'est lui qui s'occupait de Joseph et de sa sœur. Donc je close là. Donc Joseph Kabila, pendant les 18 ans où il a été au pouvoir, c'est à ce moment-là que les Rwandais ont fait au Congo tout ce qu'ils voulaient. Ils sont rentrés comme dans un moulin, les gens avaient... ils devenaient généraux Moutebouissi, par exemple. Tous ces gens, que ce soit Laurent Nkunda, tous les gens qui constituent aujourd'hui le M23, etc., ils sont tous rentrés au Congo pendant la période où Joseph Kabila gouvernait. Et il me souvient à l'époque que c'est pendant cette même période qu'un ancien chef de l'État français, un certain Nicolas, dont je ne connais pas la suite du nom, a dit que effectivement les Congolais devaient partager leurs richesses avec le Rwanda. Bon, donc vous comprenez que pendant toute cette période-là, et j'ajoute un dernier élément qui n'est pas mince, au moment où les Congolais se plaignaient de vivre des massacres pendant la période 2005, 2006, etc., je suis tombé sur un lot de documents confidentiels de l'Union européenne, donc les documents du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule stratégique qui fait la diplomatie européenne, un lot de documents, effectivement, dans lesquels on constate que M. Louis Michel et un certain nombre de personnalités exerçaient des pressions terribles sur l'ensemble de la classe politique congolaise pour aller signer effectivement ces accords à Sun City. Et c'est pendant cette période-là qu'on leur a demandé de faire des concessions au Rwanda, de faire la paix avec le Rwanda, de signer des accords de paix avec le Rwanda, que le Rwanda n'a jamais respecté, une seule fois. Plus grave, en 2010, lorsque le rapport Mapping est publié, eh bien, M. Louis Michel crée au sein de l'Union européenne une association des amis du Rwanda. Et moi, je pose la question, lui qui donc, et il dit que c'est pour promouvoir la culture des pays africains, notamment du Rwanda. Et si c'est donc pour promouvoir la culture du Rwanda, pourquoi ne pas promouvoir aussi la culture du Congo? Ce qui paraît tout à fait logique. Et le Congo a donc vécu pendant ces 18 ans de Joseph Kabila la situation, les massacres les plus horribles et l'infiltration
des étrangers dans les institutions du Congo. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, moi je l'ai expérimenté à travers le livre. C'est-à-dire que le livre était diffusé partout en Europe, mais il était inaccessible aux Congolais. Parce que personne ne voulait prendre le livre. Il y a des amis qui me disaient, mais tu vas voir des parlementaires qui lisent ton livre avec des serviettes. Et ils mettent la serviette autour du livre et il lit, on ne sait pas ce qu'il lit. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit qu'il est en train de lire Holocauste au Congo. Donc, ce qui vous montre pourquoi, dans la situation actuelle, les Congolais sont dans la difficulté, à part les jeunes, comme vous avez vu les Jason, etc. et d'autres, les dirigeants congolais ont du mal à parler de l'agression dont ils sont victimes par rapport au Congo, par rapport à leur pays. Et moi, j'ai rencontré pas mal de diplomates des Nations Unies qui m'ont dit, mais on ne comprend pas ce que veulent les Congolais. On entend les populations congolaises se plaindre, mais les dirigeants